bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet de notre semaine sur la chefferie traditionnelle en Afrique avec un dossier consacré au royaume des Bamoun au Cameroun. Au programme également de cette émission, dernière ligne droite pour parler malien à Alger avec un ultime accord de paix proposé. Et au Bénin, la commission électorale a validé les listes des partis qui pourront se présenter aux prochaines législatives. Et enfin, en troisième partie, l'ouverture au Cameroun de la première agence spécialisée dans la finance islamique. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Jean-Marie Bitebo, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à nos téléspectateurs. Gemma Taleb, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à tout le monde. Et Grâce à Moukindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. C'est donc la dernière ligne droite dans les pourparlers de paix maliens. La médiation algérienne a rédigé un ultime texte d'accord. Le gouvernement de Bamako et les groupes armés du nord du Mali doivent désormais se prononcer sur ce document et donner une réponse dans les tout prochains jours. Kekelia Feto. Dernière ligne droite pour la recherche d'un accord de paix au Mali. La médiation algérienne vient de proposer un texte d'accord de paix qui sera examiné par les deux parties, groupes armés du Nord et autorités de Bamako. Ce vendredi 27 février, ils remettront leurs observations aux médiateurs. Toutefois, les observateurs émettent des réserves quant à ce qui concerne la validation de cette mouture par les différentes parties. Le texte proposé par la médiation actuellement ne fait pas l'accord des deux parties, parce que les mouvements armés disent prendre acte du fait que dans le préambule, on signale que le nom Azawad renvoie à une entité géographique, socio-culturelle et non à une entité politique. Là-dessus, les forces armées disent en prendre acte, ce qui sous-entend qu'ils n'adhèrent pas pleinement à cette proposition. Du côté du Mali aussi, je crois savoir que le gouvernement malien émet des réserves aussi quant au fait que le mot même Azawad apparaît dans le préambule. Et en plus de cela, il y a d'autres aspects tels qu'il est dit dans cet accord que les mouvements seront impliqués au niveau de la police, dans la sécurité, au niveau régional, et au niveau de l'éducation, au niveau de la justice, au niveau du budget. Donc tout ça, c'est des situations qui laissent un peu perplexes les deux parties. L'Algérie a succédé au Burkina Faso à la tête de la médiation depuis 2014. Selon les spécialistes, des concessions doivent être faites par toutes les parties afin de parvenir rapidement à la signature d'un accord. Au nord, il ne faut pas se cacher la face. Aujourd'hui, les mouvements sont en train de perdre du terrain, ils sont épuisés financièrement, ils n'ont plus assez de soutien au niveau international. Moi, je pense que tout ça, c'est des éléments qui vont peut-être concourir à ce que les deux parties aillent à la signature d'une convention, d'un accord. Mais peut-être dans 3 jours, délai de rigueur fixé par la partie algérienne, peut-être qu'il y aura des amendements, des améliorations qui feront que pour l'instant, en tout cas, les hésitations de part et d'autre seront prises en compte et qui seront rapidement dissipées pour qu'il y ait un accord qui fait véritablement l'objet d'un consensus accepté par tout le monde. À Alger, toutes les voix s'accordent pour dire qu'il est temps que ces négociations s'achèvent. Cela fait plus de 7 mois qu'elles ont commencé. Les délégations du gouvernement de Bamako revendiquent l'unité territoriale, alors que celles des groupes armés réclament l'autonomie de l'Azawad. Jean-Marie, le texte que propose la médiation algérienne ne parle pas d'autonomie, n'emploie pas de mot de fédéralisme, mais par contre reconnaît pour la première fois l'Azawad. Que pensez-vous de cette reconnaissance ? La reconnaissance de l'Azawad, de mon point de vue, il faut déjà voir l'Azawad, c'est une entité politique ou une entité sociologique. Donc c'est le point d'interrogation. Le texte qui est proposé par Alger, je pense qu'il vise à mettre en place, comment dirais-je, une solution équilibrée, dans la mesure où on ne parle pas d'entité politique en tant que telle. Je ne vois pas dans quelle mesure est-ce que l'Azawad pourrait se prévaloir, si vous voulez, de la scission. Ça veut dire quoi? Si on reconnaît l'Azawad, ça veut dire quelque part qu'il pourrait y avoir une scission. On leur donne la possibilité de s'autonomiser et à terme, éventuellement, comment dirais-je, pouvoir tomber dans, réclamer aussi, si vous voulez, plus tard, réclamer une autonomie beaucoup plus avancée. Donc, le texte, c'est un texte équilibré. Ça fait depuis quand même un bon moment que ces discussions-là
achoppe, si vous voulez, sur des... pas sur le fond, mais sur la forme, sur des petites choses qui n'ont pas d'intérêt par rapport, de mon point de vue, qui n'ont pas d'intérêt par rapport à l'état de la situation qu'on connaît au Mali aujourd'hui. Ce sont toujours des discussions qui achoppent sur des toutes petites choses. L'Azawad, le Mali réclame de son unité territoriale. Donc à partir de cet instant-là, on ne peut pas accepter, le Mali ne peut pas accepter, si vous voulez, que l'Azawad se proclame comme étant une entité politique en tant que telle. Donc il me semble que le texte d'Alger, c'est un texte équilibré qui ne reconnaît pas, parce que si le texte d'Alger reconnaît l'Azawad en tant qu'entité politique surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, bon, ils adoptent plus ou moins la scission du territoire. Gemal, la médiation propose également une décentralisation poussée dans le nord du Mali. Est-ce que c'est un choix judicieux? Enfin, le texte tel que je l'ai lu me paraît équilibré, plutôt de bon sens, ce qui fait d'ailleurs qu'il n'adhère pas, il ne trouve pas tout de suite l'adhésion systématique de tout le monde. Je ne suis pas d'accord avec Bitomo parce que l'idée de reconnaître l'Azawad et donc reconnaître un territoire donné une spécificité particulière n'implique pas nécessairement une indépendance ni une demande d'indépendance. Les habitants de l'Azawad, en tout cas les groupes qui négociaient à Alger, demandaient un fédéralisme. Ils ont même demandé l'indépendance, puis maintenant le fédéralisme, éventuellement une autonomie. Le texte donc, proposé par Alger ne retient rien de tout cela. Le pouvoir central malien n'accepte rien. De toute façon, il ne veut pas concéder sur grand-chose, même pas sur le mot de l'Azawad. Alors évidemment, il y a une discussion parce que l'Azawad est un mot touareg, le nord du Mali n'est pas habité que par les touaregs, on oublie toujours les populations Songhai et Peul, et donc il est habité par tout le monde, même s'il est établi, reconnu que probablement que la majorité elle-même, en tout cas, elle est touareg. Et donc, ça posera là, à partir de ce moment, une discussion. Je pense qu'on arrivera très, très vraisemblablement à ce que vous dites. Donc une spécificité, une décentralisation administrative, politique, juridique importante qui, elle, ne mettra pas en cause l'intégrité territoriale du Mali parce que cela n'est pas négociable. Il n'y aura pas d'autonomie, il n'y aura pas d'indépendance, il y aura des pouvoirs régionaux, une espèce de régionalisation à l'espagnol poussée. Ça me paraît personnellement être un compromis jouable. Gracien, que pensez-vous de ce texte proposé par Alichet? On le dit Gemal, c'est un texte qui a comporté des avancées, contrairement à ce qui a été fait bien avant, et notamment quand il y avait aussi la médiation au burkinabé, qui n'étaient pas arrivés vraiment à avoir quelque chose de concret. Mais aujourd'hui, ce texte, c'est vrai, il faut le reconnaître. Le Mali a connu beaucoup de guerres à cause de cette région du Nord. Il faut que les Africains, on accepte une certaine, disons, un certain fédéralisme, une décentralisation. Il y a des pays où on voit bien, avec des spécificités, il y a un besoin de décentraliser. Notamment, pour cette région, il y a deux choses qui posent des problèmes, c'est la sécurité et la richesse. Parce que le Nord dit, il n'y a pas une redistribution, on a des mines, mais on n'en profite pas. Et au niveau de des forces armées, les militaires que vous nous envoyez, on n'a pas confiance en ces gens. Donc, il y a cette autonomie, autonomie en soi ou une décentralisation pour au moins la gestion de la force de police et aussi essayer de profiter des ressources minières qui sont dans le nord, mais éventuellement, comme ils le disent, il y a une redistribution vers le sud, parce que le nord ne peut pas s'accaparer de toutes les richesses, une redistribution, mais en même temps, pour que le nord essaie d'avancer au même rythme que le sud, il faut dire qu'il y a eu un certain retard au niveau du développement du nord, ce qui fait qu'on n'aimerait pas avoir toujours ces guerres qui se répètent. Mieux vaut un accord qu'on peut accepter moyennement qu'une guerre. Jean-Marie, oui, la question de la redistribution des richesses est aussi une question importante. Je ne sais pas moi, comment dirais-je, ici, là, on aborde le problème, si vous voulez, sous plusieurs angles. Le problème est-il économique et politique? C'est déjà ça le grand point d'interrogation qu'il faut voir. Les négociations d'Alger se situent dans le domaine politique. Dans le domaine politique, ça voudrait dire quoi? Maintenant, si on regarde les implications qu'on peut avoir de l'autre côté, qui peuvent être des implications économiques, je suis d'accord. Mais là, concernant la négociation qui se passe à Alger, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans ces conditions-là, c'est pas le domaine politique qu'on discute. On discute plutôt, si vous voulez, de la répartition économique ou de la redistribution au sein
du territoire malien. De mon point de vue, ce n'est pas ça le problème. Le problème, quel est le statut politique qu'on doit donner à la région. Gémal, vous êtes d'accord avec Jean-Marie? Uniquement une question politique? Non, c'est un problème évidemment dans son ensemble. Alors évidemment, quand on parle de partage de richesse, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, donc ce qu'on va partager là, c'est très maigre. Mais quand vous prenez un problème comme celui-là, vous lui trouvez une solution dans sa globalité. Et donc sa globalité suppose quoi? D'abord une péréquation, c'est-à-dire une obligation pour les régions riches de donner un peu aux régions pauvres. Et hélas, au Mali, ce sont les régions nord qui ne sont pas très riches. Et donc il faudrait qu'un plan, de mon point de vue, donc de partage des richesses soit plus équitable. Mais la question centrale, jusqu'ici demandée, mais Gratien a raison, ce n'est pas la première fois qu'on le demande. Le problème du nord du Mali est un problème qui a connu 4 guerres. On est à la 5e. Même si 3 sont plus connus que les autres, on est à 5 guerres au total. Et donc, pour que définitivement on ait une solution, pour que définitivement ce qui s'est passé dans le nord du Mali, et n'oublions pas que AQMI, les GSPC sont venus sur un terreau favorable. Et si l'armée malienne a connu la déroute qu'elle a connue, c'est parce qu'elle fait d'abord face à une guerre civile interne importante. Et donc si nous demain, nous voulons avoir une clarté dans la guerre contre le terrorisme, réglons d'abord la question de la crise du nord du Mali. Et donc, parmi les solutions, évidemment, il faut qu'elles soient dans son ensemble, politique, économique, culturel. La solution donc de la décentralisation et des pouvoirs locaux importants, évidemment, est un enjeu considérable. La question du partage donc du peu de richesse aussi. Merci. Dans l'actualité également, les préparatifs pour les législatives du 26 avril suivent leur cours au Bénin. La Commission électorale nationale a présenté les 16 candidatures enregistrées sur les 19 reçues des élections qui apparaissent comme un test avant la présidentielle de 2016. Guevanido. 16 listes de candidatures enregistrées pour les législatives au Bénin. Dans le cadre des préparatifs pour le renouvellement du Parlement, la Commission électorale nationale autonome a retenu 16 listes sur les 19 reçues. Des candidatures parmi lesquelles on peut noter la participation de plusieurs partis politiques influents. Parmi ces listes, on retiendra évidemment celle de la majorité présidentielle, celle de l'opposition traditionnelle, regroupée au sein de l'Union fait la Nation ou de l'Alliance ABT. Et on retiendra aussi et surtout des listes qu'on peut appeler divergentes, qui regroupent des personnalités qui, toutes ces années écoulées, étaient plutôt des proches du chef de l'État, des membres de la majorité présidentielle. La particularité de l'élection de cette année, c'est qu'elle se tient dans une ambiance de fin de mandat. Et donc, on est curieux de savoir si les populations indiquent la porte de sortie à M. Yahi ou si elles entendent encore le gratifier d'un état de grâce pour une fin de mandat apaisée. Mercredi dernier, la liste électorale permanente informatisée l'EPI, tant réclamée par l'ensemble de la classe politique, a été déclarée disponible. Elle sera mise à la disposition de la Sénat le 4 mars prochain. La LEPI garantit le droit de tous les citoyens de pouvoir participer aux jeux politiques. Et la LEPI que nous venons de mettre, de publier hier, sa durée de vie, sa validité, c'est jusqu'au 15 janvier 2016. Et au plus tard, le 15 janvier 2016, nous allons réactualiser. C'est avec cette LEPI 2016 que nous irons aux élections présidentielles de 2016. Mais les Béninois de la diaspora, d'ici le 1er juillet 2015, conformément aux dispositions du Code électoral du Bénin, nous allons mettre en place un organe qui va appuyer l'Agence nationale de traitement pour faire le toilettage et prendre en compte maintenant les Béninois de l'extérieur. Les législatives se tiendront le 26 avril prochain au Bénin. 3 listes ont été recalées par la Sénat parce qu'elles n'ont pas pu présenter des candidats pour les 24 circonscriptions électorales que compte le pays. Les législatives seront suivies des municipales le 31 mai. La présidentielle, quant à elle, aura lieu en 2016. Gratien, la liste électorale permanente informatisée est prête. Cette fois-ci, elle avait provoqué le report des élections locales en 2013, puis en 2014. L'opposition avait critiqué ce report. Alors, est-ce que normalement, cette fois-ci, on va vers l'organisation d'élections apaisées? Je pense qu'au Bénin, là, il va y avoir des élections apaisées parce qu'il y a un élément qui est très important qui se passe très mal dans d'autres pays, plusieurs pays africains, c'est que le président Iboni ne va pas se présenter en 2016. Et en plus, les élections se passent pratiquement un an avant les élections présidentielles, ce qui fait que les gens vont beaucoup se concentrer sur ces élections législatives. Le parti qui va gagner ces élections aura déjà beaucoup de chances d'être élu, d'avoir un président, ou même s'il n'y a pas un président, il y aura la cohabitation. Donc, pour le moment, il y a
le climat qui est apaisé parce que finalement, les conditions, comme celui qui est au pouvoir ne brigue pas un troisième mandat, ce qui fait qu'il va faire en sorte et ce qui se passe, c'est que la situation soit normale, qu'il sort dignement au lieu de dire qu'il est sorti comme quelqu'un qui a organisé des fraudes. Jean-Marie, justement, le président Boni Yayi, Gratien vient de le dire, avait déclaré en novembre dernier qu'il ne briguerait pas de troisième mandat. Ces législatives vont donc être un test pour avoir la présidentielle de 2016. Est-ce qu'on va pouvoir voir un peu les prochains présidentiables ? Sûrement qu'on aura, à travers les 16 listes, vous avez chaque tête de liste, je pense, qu'en vue la présidentielle qui arrive. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'élection législative est une élection qui est différente de l'élection présidentielle. Ce sont des élections on peut éventuellement essayer de les mettre en parallèle, mais ce sont des élections qui sont complètement différentes. L'Assemblée, là, les élections législatives concernent l'Assemblée nationale. Et dans ce cadre-là, le président Boni Yayi a déjà clarifié les choses. Donc, ce qui fait que l'environnement politique est apaisé à ce niveau-là. Et on espère que maintenant, sortira un candidat qui soit digne de pouvoir représenter, comment dirais-je, le Bénin. Parce que le Bénin, ils sont coutumiers du fait. Le Bénin, si vous voulez, tout ce qui est l'assainissement de l'environnement politique, ils sont pratiquement un des pays, si vous voulez, leaders en Afrique, où ils sont pratiquement les premiers qui ont été à mettre en place, si vous voulez, cet assainissement de la scène politique, là, quand il y a eu dans les années 90, si vous voulez, les conférences nationales et tout ce qui s'ensuit. Ça s'était très, très bien déroulé, comment dirais-je, au Bénin. Et je pense que à ce niveau-là, de mon point de vue, le Bénin ne me pose pas de problème, si vous voulez, par rapport aux élections qui peuvent s'y dérouler. Tout simplement pourquoi ? Parce que vous avez des Béninois qui sont relativement très, très intelligents là-dessus et ils ont déjà la pratique par rapport à pas mal de pays africains. Gemal, rapidement, l'opposition estime que ce sera aussi un test pour voir si la population adhère ou pas à la modification de la Constitution qui est proposée par le parti au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas grand-chose, non. Je pense que le Bénin, Jean-Marie a raison, c'est un pays qui nous a montré un exemple, c'est une grande démocratie, c'est incontestablement le pays avec la classe politique la plus mature sur le continent africain. Et donc, ils le font après. Je pense que le débat sur les listes électorales, leur réformatisation est complètement dépassé et qu'on est passé aujourd'hui à tout à fait autre chose. Le président Boni Yayi a clarifier sa position quant à un troisième mandat ou pas, que d'ailleurs la Constitution ne lui permet pas de briguer. Et donc je pense que l'avenir politique du Bénin est plutôt clair. La chose particulière, et c'est discutable, il y en a qui trouvent ça bien, pas bien, on aura un Parlement légitime avant l'élection du président de la République, dans un pays où la fonction du président est une fonction forte et incontestablement chef de l'exécutif. Et donc ce qui en sortira plus tard est assez intéressant. Merci messieurs, nous avons marqué une courte pause. En instant, la deuxième partie de l'Africa News. On va tout de suite.